OK. Donc, le thème de ce séminaire revêt une importance particulière à l'ère de la pandémie du COVID-19 qui met à rude épreuve la résilience du secteur financier en Afrique. En effet, il est utile de rappeler que la gouvernance d'entreprise est un facteur clé dans le renforcement des capacités du système financier de manière générale à faire face aux épisodes de crise. Je voudrais donc remercier KPMG qui a accepté de se joindre à nous aujourd'hui pour échanger sur ces aspects de manière approfondie, voilà, avec les participants. Prochain slide. Voilà. Donc, pour la suite, je vais essayer de parler un peu du déroulement du séminaire, du webinaire de ce jour. Il est prévu de se tenir sur 1 heure d'horloge. Éventuellement, si nous avons un débat assez riche, nous pourrions voilà, nous étendre un peu plus longuement. Pour un meilleur confort d'écoute, tous les micros des participants seront désactivés pendant la présentation et ouverts pendant les échanges. Je crois d'ailleurs que nous préférons plutôt que les questions soient envoyées par le chat que vous voyez à l'extrême. Si vous pouvez voir sur l'écran, voilà le bouton, et vous voyez le curseur qui est pointé dessus. Si vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer vos questions et puis nous allons les recevoir, les modérateurs et les panélistes. Éventuellement aussi, vous pouvez soulever la main. Vous allez voir à côté de votre nom, il y a une main. Comme vous pouvez voir, si vous pouvez voir à l'écran, il y a une main. Si vous cliquez dessus, on peut ouvrir votre micro pour vous permettre de communiquer et de vous adresser voilà, en live. Les diapositives et l'enregistrement du webinaire seront distribués au terme de la session. Et vous pouvez envoyer un message aux organisateurs si vous rencontrez quelques problèmes techniques. Enfin, à la fin de ce séminaire, du webinaire, juste avant que la page se ferme, vous allez avoir un questionnaire qui va s'ouvrir. Voilà, nous vous invitons vraiment à le remplir et à donner votre point de vue parce que ça nous permet d'améliorer la qualité des futures sessions. Voilà, sans plus tarder, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Making Finance for Africa. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le webinaire, nous l'organisons, c'est en partenariat Making Finance for Africa et KPMG. Making Finance for Africa, c'est une initiative que j'ai lancée en octobre 2017, dans environ 10 ans. Pour mission, c'est de promouvoir le développement du secteur financier par la facilitation du partage, notamment du partage des échanges, permettre aux partenaires de développement, les gouvernements africains, le secteur privé, agir de manière en synergie pour développer le secteur financier. Voilà, et lui permettre de réaliser son plein potentiel dans l'accomplissement des objectifs du développement de l'Afrique, notamment la réduction de la pauvreté. Nous travaillons autour de 3 principaux piliers qui sont l'inclusion financière, le financement à long terme, la stabilité et la gouvernance. Vous voyez les thèmes que nous abordons parce que nous avons une approche thématique dans le cadre de l'inclusion financière, aussi le financement à long terme. Nous avons des questions des investisseurs institutionnels, les marchés de capitaux, par exemple. Au niveau de la stabilité et de la gouvernance, et d'ailleurs, ce webinaire rentre en plein dans, s'inscrit sous ce pilier de la gouvernance. Mais nous travaillons aussi avec les banques centrales sur la question, on a établi ce qu'on appelle la communauté des superviseurs bancaires africains. Comme on dit souvent, un pilier transversal, c'est la gestion des connaissances et tout ce qui est aussi le plaidoyer. Making Finance for Africa, le secrétariat allégé à la Banque africaine de développement, est une initiative multidonateur soutenue par les donateurs dont vous voyez les logos sont affichés ici. Voilà, la Banque africaine, effectivement, la coopération allemande, la française, la Banque européenne d'investissement, l'irlandais, et voilà, l'Union européenne qui s'est jointe récemment et Afreximbank. OK, prochain slide. Voilà, aujourd'hui, avec nous, nous aurions M. Patrick Hubert Petit, qui est l'orateur principal de ce jour. Il va donc nous parler de la question du thème donc, de ce jour, la gouvernance d'entreprise dans le secteur financier. Monsieur Patrick Hubert Petit, il a une expérience très, très riche, plus de 30 ans en termes d'associé
de KPMG. Il a donc géré un portefeuille de clients en matière d'audit, diverses responsabilités en France, notamment membre du comité de direction responsable des activités audit. Il a aussi une riche expérience au niveau international. Il a été président du comité d'audit de l'Institut, président de l'Audit Committee Institute de France. Il représentait KPMG dans divers forums et aux instances au niveau international. Il est membre du club ESG, je pense que c'est Environment Social Governance de l'Institut français des administrateurs, où il copilote plusieurs groupes de travail. En fait, au niveau africain, il est senior advisor auprès de l'organisation Women in Africa, qui mène une action de formation et d'accompagnement des femmes entrepreneurs sur le continent. Je pense que c'est assez clair là. Moi, je suis UCAMERI, comme je l'ai dit au début. Je suis conseiller en matière de développement du secteur financier au sein du secrétariat de Making Finance for Africa et je suis en charge d'un certain nombre de thématiques, dont la question de stabilité et de gouvernance. Voilà. Donc, je voudrais simplement vous dire que, en prélude, rappeler que la question de la bonne gouvernance est aujourd'hui une véritable priorité pour une gestion efficace des risques. Ces dernières années, on a eu un certain nombre d'initiatives au niveau réglementaire, notamment les normes BAL2, par exemple, pour le secteur bancaire, les normes de solvabilité pour le secteur des assurances, mais aussi on a des bonnes pratiques en matière de gouvernance qui ont été édictées par l'Organisation internationale des superviseurs des pensions et même aussi au niveau du marché de capitaux, on a des principes de bonne gouvernance pour les entreprises cotées en bourse. C'est donc tous les segments du secteur financier qui sont touchés par les problèmes, la question de la bonne gouvernance. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à notre orateur de ce jour, M. Patrick Hubert Petit. Je vous passe la parole. Merci, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous dans ce webinaire. Nous allons aborder un certain nombre de points clés et d'incontournables qui permettent de poser le cadre d'une bonne gouvernance, c'est-à-dire, à mon sens, une gouvernance qui soit robuste, efficiente et efficace. Alors, ma présentation va se structurer autour de 6 thèmes. Nous verrons d'abord un rappel des définitions et de la finalité de la gouvernance, une bonne gouvernance. Ensuite, nous parlerons des principaux enjeux de gouvernance, notamment dans le secteur financier. En troisième point, nous verrons les acteurs clés de la gouvernance et leurs interactions, ceci est important. En quatrième point, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration pour que ça se passe de la façon la plus harmonieuse possible. En cinquième point, les domaines clés d'intervention du conseil d'administration, quel est par rapport à son rôle fondamental. Et puis, nous finirons par les devoirs, obligations et responsabilités de l'administrateur. Alors, nous allons commencer, je voudrais dire en introduction que la gouvernance des entreprises, ma foi, elle évolue dans un monde, dans un contexte qui est de plus en plus exigeant. Vous savez tous que nous sommes dans le monde VUCA, c'est-à-dire en anglo-saxon volatile, uncertain, complex, and agile. Il y a une globalisation marquée des transactions dans de très nombreux secteurs, y compris dans le secteur financier, avec notamment de très fortes interactions. Il y a des mutations des entreprises qui sont confrontées à des mutations technologiques qui sont nombreuses, qui sont accélérées, qui sont disruptives. Je pense à l'automatisation, à la robotisation, à l'intelligence artificielle, à la digitalisation, et non des moindres dans votre secteur financier, je pense à la désintermédiation. L'environnement réglementaire, vous le savez, est contraignant, il est de plus en plus contraignant. Il y a de plus en plus de réglementations qui sont complexes et qui requièrent que les entreprises s'y conforment de la façon la plus stricte. Et puis, dernier point qui n'est pas des moindres, il y a des attentes croissantes de plus en plus importantes de la part des clients, de vos clients, notamment en matière d'offres de services et de qualité de services. Alors, nous allons aborder tout de suite le premier point, qui est celui de la définition et de la finalité de la gouvernance. Alors, next, s'il vous plaît. La gouvernance, slide suivant, si c'est possible, Yves. Voilà. Je vous ai mis à l'écran la définition qu'a donnée en 2015 l'OCDE de la gouvernance, c'est-à-dire que pour l'OCDE, la gouvernance d'entreprise fait référence aux relations entre la direction d'entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et les autres parties prenantes. Elle détermine également la structure selon laquelle sont définis les objectifs de l'entreprise, ainsi que les moyens pour atteindre ces objectifs, et les moyens d'assurer une surveillance attentive des résultats obtenus.
Alors, ceci, c'est la définition de l'OCDE. Il y a une autre définition qui est celle de l'IFACI, l'Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, que je voudrais partager avec vous parce que en parallèle, elle donne un éclairage complémentaire. Ils disent que, en fait, la gouvernance, c'est un ensemble des processus qui sont mis en œuvre par le conseil d'administration, par les dirigeants d'entreprise et par son personnel, à quelque niveau que ce soit, afin de donner une assurance raisonnable que trois objectifs sont atteints. Premièrement, les opérations sont réalisées, sécurisées, optimisées, et qu'elles permettent ainsi à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de base, objectifs de performance, de rentabilité et de protection de son patrimoine. Deuxièmement, permettre d'avoir une bonne assurance que les informations financières produites sont fiables. Et enfin, troisièmement, que les lois, les réglementations et les directives applicables à l'entreprise sont bien respectées. Alors, dans le slide, vous voyez, il y a deux types on peut dire schématiquement, de gouvernance. Il y a la gouvernance opérationnelle, qui est celle qui est liée au fonctionnement de l'entreprise. Et puis, il y a une gouvernance qui est, j'appellerais corporate, qui est celle qui régit les relations entre entre les dirigeants, le conseil d'administration et les actionnaires. Slide suivant. Alors, ce petit schéma montre un petit peu l'entreprise au milieu au sein de son écosystème, si je puis dire, et puis avec un certain nombre de parties prenantes, elles ne sont pas toutes listées, mais enfin, il y a les principales, je ne vais pas vous les passer en détail, mais dans votre métier, notamment les autorités de tutelle, la clientèle, bien évidemment, les salariés, qui sont une partie prenante structurante pour toute entreprise, et puis il y a un certain nombre d'agents économiques, les bailleurs de fonds, agences de notation notamment, et il ne faut pas négliger non plus, dans le dernier petit carré bleu en bas à droite, la société civile, à travers les associations de consommateurs, de clients, les communautés, et puis les ONG. Alors, à quoi sert finalement la gouvernance? Ses finalités. Quelle est son utilité? Je l'ai résumé en 9 points. D'abord, c'est structurer les relations entre le management, le conseil d'administration et les actionnaires. Deuxièmement, c'est sécuriser le pilotage des activités de l'entreprise. Troisièmement, c'est optimiser la performance financière et opérationnelle. Quatrièmement, ça sert à instaurer un processus décisionnel au sein de l'entreprise qui soit efficace, clair et transparent. Cinquièmement, ça permet d'organiser et d'harmoniser les relations, on verra un petit peu plus tard, entre les différentes parties prenantes, entre la direction, le conseil d'administration et les actionnaires notamment. Ensuite, ça permet de garantir, et c'est très important notamment dans vos métiers, la conformité aux lois et aux règlements. Le point suivant, ça permet de protéger les intérêts des actionnaires et des investisseurs. Ensuite, ça permet de renforcer, une bonne gouvernance permet de renforcer l'image, la réputation de l'entreprise. Et enfin, le résultat de tout ça, c'est que ça permet de valoriser, de créer durablement de la valeur par l'entreprise. Donc, si j'essaie de résumer, je dirais que la bonne gouvernance, c'est à la fois, bien sûr, au premier degré, le respect de la conformité, donc des lois, des règlements, mais c'est aussi, et il ne faut pas l'oublier, un processus, un dispositif qui permet de créer durablement de la valeur. Alors, nous allons voir maintenant le point suivant de la présentation, qui est celui des acteurs clés de la gouvernance et leurs interactions. J'attends que voilà. Donc, nous allons voir ce point-là. Alors, je vous ai indiqué que dans la gouvernance, nous allons commencer par les actionnaires. Les actionnaires, ce sont ceux qui ont amené les fonds, qui possèdent le capital. On peut dire que l'Assemblée générale des actionnaires, c'est en quelque sorte l'organe décisionnel final sur toutes les grandes décisions qui sont structurantes pour l'entreprise. Et cette Assemblée générale des actionnaires se réunit ponctuellement, une fois ou 2 fois par an éventuellement, en tout cas au moins une fois dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire, et puis, si besoin est, de façon extraordinaire. Alors, parmi les différentes prérogatives de l'Assemblée des actionnaires, je crois qu'il convient de rappeler que l'Assemblée nomme les administrateurs et les auditeurs externes, bien sûr avec l'aval des autorités de tutelle. Elle analyse la stratégie de l'entreprise, qu'elle approuve, c'est important, les comptes annuels
et qu'elle décide aussi d'affectation des résultats, et qui dit résultats dit distribution de dividendes, et aussi elle décide de toutes les opérations en caractère exceptionnel, si on veut augmenter le capital notamment. Alors ça, ce sont les prérogatives de l'Assemblée des actionnaires. En ce qui concerne le conseil d'administration, c'est un organe de contrôle et de surveillance qui agit en continu pour quoi faire? Il détermine les grandes orientations stratégiques de l'entreprise, il supervise et il contrôle le management et les performances de l'entreprise. Bien sûr, le conseil d'administration est l'organe qui est chargé d'arrêter les comptes qui ont été établis par la direction, les comptes annuels, et de revoir l'information financière qui est produite par l'entreprise et qui est communiquée à des tiers extérieurs. Il participe aussi à la désignation du directeur général, bien évidemment, souvent en liaison avec les autorités de tutelle. Il est chargé de garantir globalement qu'il y a une bonne gouvernance qui fonctionne dans son entreprise, et puis il est amené, le conseil d'administration, à rendre compte de son mandat à l'Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne le président du conseil d'administration, un bref rappel, le président il joue un rôle clé dans la dynamique de la gouvernance de la société. Alors, que fait-il? Il assure, avec la direction générale, la représentation externe officielle de la société, il organise, il convoque, il fixe les agendas, il anime les réunions du conseil d'administration. Il doit veiller aussi à une bonne composition du conseil, une composition optimale, notamment en termes d'expertise et de compétences nécessaires compte tenu de l'activité et des orientations stratégiques de l'entreprise. Il organise la mise en place des comités spécialisés, on y arrivera tout à l'heure, comité d'audit, comité des risques notamment, et il s'assure globalement du bon fonctionnement du conseil d'administration, mais aussi des comités spécialisés du conseil. En ce qui concerne la direction générale, la direction générale, elle est responsable du pilotage global de l'entreprise, de la mise en œuvre des grandes orientations qui ont été décidées. Alors, donc, elle va mettre en œuvre la stratégie, bien sûr, assurer la gestion de l'entreprise, gérer les risques, c'est un point très important, la gestion des risques, on y reviendra. Elle représente également l'entreprise comme le président vis-à-vis des tiers et des autorités de tutelle. Elle organise et anime le comité exécutif ou le comité de direction, ça dépend de comment on l'appelle de son entreprise, donc le directeur des grandes fonctions. Le directeur général assure une liaison régulière avec le président du conseil d'administration et puis il est appelé à rendre compte régulièrement de sa gestion au niveau du conseil d'administration. Alors, le comité exécutif, si je continue à les principaux acteurs de la gouvernance, bon, il aide le directeur général à piloter et à gérer l'entreprise au niveau des responsables des grandes fonctions, et il dirige au quotidien ces grandes fonctions. Et puis, il y a tout un ensemble d'autres parties prenantes à la gouvernance qui sont un peu externes, si je puis dire. Alors, il y a des investisseurs institutionnels, il y a les régulateurs, et la volonté, c'est important. Il y a également des intermédiaires de marché, il y a les analystes financiers, il y a les associations professionnelles, il y a les ONG, il y a des représentants de la société civile. Je vous renvoie au slide précédent, au début, où il y avait l'entreprise au sein de son écosystème et au milieu de toutes ces différentes parties prenantes. Nous allons passer maintenant au point suivant, qui est l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des comités spécialisés. Ils sont très importants pour que le conseil d'administration fonctionne bien. Le conseil d'administration ne se réunit pas tous les jours. Il se réunit, alors, ça dépend des entreprises, mais enfin, d'après les statistiques qu'on voit, entre 4 à 8 fois par an en fonction des besoins. Bon. Donc, et ces réunions, même si elles durent une journée entière, ne sont pas souvent suffisantes s'il avait à traiter et à regarder en détail toutes les problématiques et tous les sujets que l'entreprise et la société doit adresser. Donc, le conseil d'administration se structure, en comités spécialisés. Alors, je vous ai listé les comités les plus usuels qu'on trouve, comité stratégique, comité de gouvernance et d'éthique, dans vos métiers incontournables, le comité d'audit qui est distinct de l'établissement financier du comité des risques, un comité des nominations d'administrateurs qui peut être regroupé également avec le comité des rémunérations des dirigeants et des administrateurs, un comité RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. La RSE est de plus en plus importante aujourd'hui dans le rôle et les missions, si je puis dire, des entreprises
C'est un point qui est de plus en plus regardé de près par les investisseurs notamment. Et donc, il est fondamental qu'aujourd'hui, les entreprises intègrent dans leur pilotage, dans leurs grandes orientations, des considérations à caractère RSE, donc social, sociétal, environnemental. Et puis, il peut y avoir un International Advisory Committee en fonction des activités de la société. Donc, ce sont les principaux comités spécialisés, mais je pense que dans vos entreprises, dans vos sociétés, vous avez à minima le comité d'audit et le comité des risques. Alors, comment fonctionnent ces comités spécialisés? Alors, très schématiquement, hein, en moyenne, mais ça, c'est pas une règle absolue, hein, mais en moyenne, il y a à minima 3 membres par comité. On essaye de les faire présider de préférence pour un administrateur qui est qualifié d'indépendant. J'y reviendrai un peu plus tard sur cette nature d'indépendance. Les comités ont un accès possible, sans en principe aucune contrainte, aucune restriction aux ressources internes de l'entreprise. Donc, ils peuvent rencontrer, si besoin est, pour mener à bien ces missions, le directeur financier, le directeur des ressources humaines, le directeur de la stratégie, le directeur des risques. Et il peut aussi avoir recours à des expertises externes sur des points particuliers lorsque dans son sein, au sein des comités ou au sein du conseil d'administration, il n'y a pas la compétence spécifique. Je prends un exemple. Si on parle cybersécurité, ce qui est important pour toutes les entreprises aujourd'hui, dont celle de votre secteur, les risques cyber sont devenus extrêmement complexes et le conseil d'administration ou le comité des risques ou le comité d'audit peut demander à avoir l'avis d'un expert extérieur sur la qualité du dispositif de l'entreprise au regard de la gestion du risque cyber. Alors, tous ces comités, même s'ils ont un président pour chaque comité, ils sont placés in fine sous la responsabilité finale du président du conseil. Et bien évidemment, ces comités rendent compte régulièrement de leurs travaux par écrit et par oral, mais aussi par écrit au conseil d'administration. Alors, quelques points un peu incontournables pour un bon fonctionnement du conseil d'administration. Alors, il faut d'abord un processus de communication qui soit régulier, qui soit transparent et qui soit aussi constructif. Donc, ça veut dire qu'il faut des échanges fréquents entre le conseil d'administration, notamment son président, avec la direction d'entreprise, avec le management. Et puis, il faut, comme j'ai indiqué précédemment, que les comités spécialisés rendent compte régulièrement, à travers un reporting écrit, au conseil et au président du conseil de ses travaux et de ses propositions sur les sujets qu'il a analysés, afin que le conseil ensuite soit éclairé et puisse prendre des décisions en connaissance de cause. Deuxième condition pour le bon fonctionnement, il faut un certain nombre de documents internes qui sont très utiles. En général, il y a un règlement intérieur du conseil d'administration qui fixe un peu le mode de fonctionnement du conseil. Et puis également une charte d'administrateur. La charte d'administrateur, en fait, elle définit un petit peu les rôles, devoirs, obligations de l'administrateur. Et en général, dans l'entreprise, il est souhaitable d'avoir une charte éthique. Cette charte éthique s'applique non seulement à l'ensemble des salariés d'entreprise, de la direction générale jusqu'en bas de l'échelle, mais aussi, bien évidemment, aux membres du conseil d'administration. Autre point important, il est important d'instaurer une formation régulière des administrateurs. Alors, bien sûr, lorsqu'ils sont nommés, pourquoi? Parce que si c'est quelqu'un qui est nouveau, qui ne connaît pas l'entreprise, il faut le sensibiliser un peu aux spécificités de l'entreprise, voire éventuellement, si ce n'est pas quelqu'un du secteur bancaire et financier, au particularisme du secteur. Donc ça, c'est indispensable. Et puis également, bien évidemment, en cours de mandat. Pourquoi? Parce que les réglementations évoluent. Il y a des points techniques nouveaux. Au niveau des normes comptables, elles peuvent évoluer également. Et donc, bien évidemment, chaque administrateur fait une démarche personnelle pour se tenir au courant. Mais c'est la responsabilité du président du conseil, en lien avec la direction générale, de s'assurer que l'entreprise, la société, diffuse une formation périodique de mise à jour aux administrateurs. Et puis, dernier point, et qui est important, il est souhaitable, enfin, il est vivement recommandé d'avoir une évaluation périodique du fonctionnement du conseil. Alors, cette évaluation, il y a deux types. Il y a d'abord une auto-évaluation qui, en bonne pratique, devrait être annuelle, qui est conduite par le président ou par un administrateur qualifié d'indépendant. Voilà. Donc, il y a un questionnaire, les administrateurs s'expriment et ceci est ensuite centralisé, synthétisé par le pilote de cette auto-évaluation.
Et puis, il est recommandé également d'avoir une évaluation périodique. Alors, on peut dire tous les 3 ans, c'est une bonne pratique, qui soit fait du fonctionnement du conseil par un consultant indépendant. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que ça, le consultant indépendant, ben, il a une vision élargie, puisqu'il mène ses évaluations indépendantes auprès de certains nombre d'entreprises, et il peut faire profiter votre entreprise, votre société, des bonnes pratiques qu'il constate ailleurs, sans nommer bien sûr les entreprises dans les bonnes pratiques, mais c'est une source de benchmark qui est très utile pour améliorer le fonctionnement du conseil d'administration. Et dernier point qui est très très important, quand il s'agisse d'auto-évaluation ou d'évaluation par un consultant indépendant, c'est le respect de la confidentialité. Les restitutions de synthèse de tous les commentaires que les administrateurs ont formulés doivent être restitués de façon anonyme à, à la collégialité du conseil d'administration. Et c'est comme ça que on voit quels sont les points forts, les points d'accroche forts dans le fonctionnement, quels sont là où il y a les quelques points d'amélioration, des faiblesses, et ça permet de mettre en place un plan d'amélioration du fonctionnement sous la houlette du président. Alors, nous allons aborder maintenant les domaines clés d'intervention du conseil d'administration. C'est important d'avoir ceci à l'esprit parce que un administrateur, parfois, surtout quand il est nouveau dans la fonction, il s'engage, parce que bon, c'est une fonction qui est en général prestigieuse, c'est une fonction qui il y a une véritable valeur ajoutée qui est apportée par les administrateurs, mais il faut avoir à l'esprit quels sont les domaines d'intervention et sur quel sujet, quelle thématique l'administrateur au sein du conseil aura à travailler. Alors, j'ai résumé en cinq grands piliers. Il y a la stratégie. Alors, le conseil d'administration est chargé de déterminer, d'orienter la stratégie en liaison avec la direction générale et bien sûr avec les autorités de contrôle, de tutelle. Bon. Ça, c'est important parce que ça fixe le cap pour l'entreprise, pour la société. Ensuite, dans la stratégie, il y a également l'approbation d'opérations exceptionnelles qui peuvent se produire. Alors, passer une alliance avec une autre société du même secteur, éventuellement créer des filiales communes avec une autre société, réaliser une fusion. Bon, ce type d'opération à caractère vraiment exceptionnel, mais structurant, ça fait partie du champ d'analyse du conseil d'administration. Et puis, comme je mentionnais tout à l'heure, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale est importante. Et aujourd'hui, de plus en plus, les conseils d'administration, dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise, sont amenés à orienter, à faire des suggestions à la direction générale en matière de politique RSE. Deuxième pilier, c'est le suivi de l'activité de l'entreprise. Et donc là, le conseil va suivre les performances de l'entreprise. Et pour ce faire, le plus simple, c'est d'avoir communication des tableaux de bord que la direction générale utilise elle-même et avoir un certain nombre d'indicateurs clés de performance, les Key Performance Indicators, qui lui permettent, sans entrer dans un niveau de détail trop grand, il ne peut pas, il n'a pas le temps, mais d'avoir quand même une vision synthétique et précise d'où l'entreprise en est. Où est-ce qu'elle en est et est-ce qu'elle avance bien par rapport au plan stratégique qui a été défini, par rapport aux objectifs qui ont été fixés à la direction générale. Troisième pilier, et ça c'est très important, celui des risques et de l'information financière et extra-financière. L'information financière, vous savez tous ce que c'est, hein, ce sont les comptes, la matière financière, les comptes et les analyses qu'ils ont avec. L'information extra-financière, c'est ce qui touche plus au domaine de la RSE, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise a mené comme action au plan social, au plan sociétal, vis-à-vis de son environnement, de la société civile, des communautés, dans le domaine de l'environnement, du respect du climat, etc. Donc, ces deux typologies d'informations sont importantes pour apprécier un peu ce que l'entreprise fait en termes d'action. Donc, l'information financière suppose un bon contrôle interne dans l'entreprise, on y reviendra tout à l'heure, et une gestion des risques qui soit efficace. Ça, c'est fondamental. La survie, la pérennité d'une entreprise dépend pour beaucoup de la qualité de son système de gestion des risques, à la fois anticipation, prévention, mais aussi aspect curatif lorsqu'un risque se cristallise, et ceci repose sur un bon dispositif de contrôle interne. Dans ce pilier 3, il y a aussi l'arrêté des comptes. Le conseil d'administration est chargé de regarder, d'étudier les comptes, même si le comité d'audit le fait de façon plus détaillée, et d'arrêter les comptes qui ensuite sont approuvés par les actionnaires. Et le troisième point de ce pilier 3, c'est bien sûr la revue de la qualité, de la pertinence, de la complétude
de l'information financière et de la communication financière et extra-financière que l'entreprise sera amenée à effectuer. Le quatrième pilier, concerne un peu le suivi du management. Alors, le conseil d'administration, en règle générale, est amené à évaluer, d'abord à évaluer la performance de l'équipe de direction, du management, et aussi à donner un certain nombre de critères qui permettent d'évaluer cette performance et de déterminer ensuite la politique de rémunération, bien évidemment en lien avec les autorités de tutelle. Et puis le suivi du management englobe aussi un autre point qui est parfois plus délicat parce que les autorités de tutelle ont un point très important, mais le conseil ne peut pas se dispenser de s'interroger, de s'assurer qu'il y a un plan de succession du directeur général, du top management. C'est important, pourquoi? Et on l'a vu récemment avec la crise du Covid-19, c'est que quelques grandes entreprises, en tout cas j'en ai deux en tête en France, se sont retrouvées tout d'un coup étêtées. C'était en plus un directeur général, un président directeur général, un directeur général se sont trouvés à cause de la crise du Covid, le directeur général tombe malade, il est hors circuit pendant 2 semaines quand il ne décède pas. Il y a un cas en tête de société cotée dont le directeur général a décédé brutalement et pour lequel il n'y avait aucun plan de succession de prévu. Bon. Donc, il faut prévoir le pire. Ça ne veut pas dire qu'on va changer la direction générale en place, hein, mais il faut prévoir un plan B, un plan de succession au cas où le malheur arriverait. Et puis, dernier pilier très important, c'est l'éthique et c'est la compliance, c'est-à-dire la conformité aux lois et aux règlements. Donc, le conseil doit s'assurer qu'il y a dans l'entreprise un certain nombre de règles éthiques et que ces règles ne sont pas uniquement écrites dans un document, dans une charte éthique, mais que cette charte est bien diffusée au sein de l'entreprise, qu'elle est bien comprise par les entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, à un certain niveau de responsabilité, on fait signer les cadres, les directeurs de service et les cadres, on leur fait signer la charte d'éthique ou un papier qui dit qu'ils ont bien pris connaissance de la charte d'éthique et qu'ils s'engagent à la respecter. Ça, c'est un élément important. Bien évidemment, je n'y reviendrai pas, conformité aux lois et dans votre métier, ceci est fondamental. Et puis, dernier point, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est le respect et la protection de l'intérêt social, l'intérêt de la société. Parce que toutes les décisions qui sont prises, les grandes orientations doivent toujours être faites dans l'intérêt de la société. Alors, je vais faire un petit focus maintenant sur le contrôle interne et les risques, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment structurant. C'est un des paramètres fondamentaux pour assurer la pérennité d'une entreprise, ne pas la mettre en danger. Alors, le contrôle interne. Le contrôle interne, bon, je vous ai mis une définition qui est celle de l'IFAT, hein, au niveau international. Donc, ils disent que le contrôle interne est un ensemble de dispositifs qui est mis en œuvre par le conseil d'administration, par la direction d'entreprise et aussi qui est appliqué par le personnel de l'organisation et qui est destiné à fournir une assurance raisonnable que les objectifs suivants seront atteints. D'abord, qu'on va réaliser les opérations hein, de façon sécurisée et, si possible, les optimiser. On va se conformer strictement aux lois et aux règlements applicables à l'entreprise dans son métier et également que l'information financière qui sera produite sera fiable et pertinente. Pour avoir ce dispositif efficace de contrôle interne, en fait, il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il est important de pouvoir que l'entreprise puisse se référer à un référentiel reconnu. Alors, un des référentiels le plus répandu aujourd'hui, c'est le COSO. Le COSO, c'est Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Ça date de 1992, mais ces principes et ces règles ont été actualisés en 2013, donc il y a 7 ans. Et c'est important de pouvoir, il n'y a pas que ce référentiel, mais c'est un des plus importants. Parce que ça vous donne des guidelines, ça donne à l'entreprise de la guidance pour mettre en place un bon dispositif de contrôle interne. Deuxième condition, il faut des responsabilités qui soient précises, formalisées. C'est bien d'avoir un manuel de job description, comme on dit, c'est-à-dire un manuel qui précise exactement ce que, à chaque niveau important de responsabilité, ce que chacun doit faire. Quelles sont ses prérogatives, à qui il reporte, comment il reporte et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Troisième élément, et ça marche un peu de pair avec les responsabilités, il faut des délégations et des pouvoirs qui soient clairement définis au sein de l'entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement, pas qu'il y ait d'hésitation, pas qu'il y ait de trous dans la raquette.
au niveau des processus de prise de décision. Quatrièmement, il faut des procédures formalisées pour le fonctionnement d'entreprise, d'approbation des opérations, des transactions, de revue des transactions, etc. Il faut donc un manuel de procédure. Ça, c'est un élément important. Le cinquième point, il faut bien évidemment, qui dit procédure, dit réalisation de contrôles et des contrôles réguliers, hein, au fil de l'eau. Il y en a certains qui sont au fil de l'eau, d'autres qui sont ponctuels en cours d'année, mais il faut un dispositif de contrôle. Il faut également, point suivant, une supervision hiérarchique qui se fasse effectivement, hein, et qui soit formalisée. Trop souvent, on constate qu'il y a des contrôles qui sont faits par le supérieur hiérarchique de celui qui a initié une transaction, mais c'est pas formalisé. C'est-à-dire, quand on revient 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, notamment en cas de problème, de pépin qui jaillit, eh bien, on n'a pas la preuve que cette transaction, cette opération avait été revue et approuvée par le supérieur hiérarchique. Il avait bien sûr, dans le fond, certainement fait. Il n'y a aucune documentation, aucune formalisation. Donc, gardez bien ce point à l'esprit, c'est très important, parce que ça permet aussi de déterminer, de circonscrire les responsabilités, formaliser les contrôles effectués. Point suivant, c'est une bonne séparation des fonctions, hein, et les fonctions, il y a 3 niveaux de fonctions classiques, hein. Il y a celui qui génère la transaction, l'opération. Il y a celui qui l'enregistrera, bon, avec ensuite procédure d'autorisation de la hiérarchie, bien sûr. Il y a ensuite le service qui va enregistrer cette opération. Et puis, il y a le service qui va régler cette opération. Donc, la trésorerie, le cash, régler ou encaisser. Il est important que ces trois fonctions ne soient pas exercées par la même personne ou au sein d'un même service. Voilà. Et puis, dernier point, il faut un bon dispositif qui intègre ce qu'on appelle les 3 niveaux de contrôle usuels. Alors, les 3 niveaux de contrôle usuels, quels sont-ils? Il y a le contrôle qui est fait par les opérateurs, les opérationnels, celui qui gère l'opération. Il y a ensuite un deuxième niveau de contrôle qui est fait par les contrôleurs internes dans l'entreprise. Et puis un troisième niveau qui est mené par l'audit interne ou l'inspection générale, bien évidemment. Et je rajouterai même un quatrième niveau qui est celui qui est mené par les auditeurs externes. Alors, je continue un petit focus parce que c'est important sur le contrôle interne et les risques. Alors, les types de risques, bon, je suis certain que vous les connaissez, hein. J'en ai mis quelques-uns, là, les risques stratégiques, des risques financiers, avec impact financier, des risques opérationnels, et puis des risques de fraude, des risques de corruption, hein. Et ça rejoint la notion d'éthique. Et in fine, surtout sur ces deux-là, l'impact, le risque d'image, le risque de réputation. Et ça, pour une entreprise, c'est très important. C'est assez long à construire, à bâtir une image et une réputation, et c'est très rapide de la perdre. Et en tout cas, de l'écorner très sérieusement. Quels sont les objectifs de la gestion des risques? C'est très simple. Sécuriser les opérations d'entreprise, je l'ai indiqué, et contribuer, grâce à cela, à créer de la valeur et de façon durable. Quel est le mode opératoire pour une gestion des risques? Le premier point, c'est de définir l'appétit au risque de l'entreprise, le risk appetite, les anglo-saxons. Et le risk appetite, ça veut dire quoi? C'est quel est le type et quel est le niveau de risque que l'entreprise est prête à accepter de prendre pour atteindre ses objectifs. Quel est son degré de tolérance au risque? Quel est le maximum de risque qu'elle est prête à accepter et qui est par rapport à ces différentes opérations? Et également, il faut une cartographie des risques. Une cartographie des risques, alors ça peut être mené en interne, ça peut être par l'entreprise ou en interne toute seule, ça peut être mené conjointement avec des consultants externes, ça peut être mené que par des consultants externes. Qu'importe, une cartographie des risques, ça vous liste et ça vous hiérarchise les principaux types de risques auxquels l'entreprise est confrontée. Voilà. Et dans une bonne cartographie des risques, il est important d'avoir, je dirais, un système pyramidal, c'est-à-dire que le conseil d'administration et la direction générale ne peut pas suivre 200 risques. Elle peut en suivre, je dis toujours au conseil, les 10 doigts de la main, 10 risques, la direction générale, allez, 20 risques. Par contre, quand on descend dans la hiérarchie d'entreprise, dans certains services, certains patrons opérationnels, ils peuvent avoir à suivre plus de risques que 10 ou 20. Mais c'est important d'avoir un système hiérarchisé pour que
avec un système aussi souvent de feu tricolore, hein, vert ça va, orange, attention, c'est pas tout à fait ce contrôle, et rouge, danger, afin que visuellement, la cartographie des risques et le suivi des risques permettent à la direction d'entreprise de piloter ces risques et au conseil d'administration de se faire une idée de est-ce que les risques sont bien gérés. Gérer les risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire les connaître, les identifier, donc cartographie des risques, les détecter lorsqu'un risque de se produire, mettre en place des processus et des dispositifs de prévention de ces risques, et puis suivre ces risques. Est-ce que ce risque se cristallise, se concrétise ou pas? Et s'il se concrétise, il faut avoir prévu un plan d'action. On ne peut pas tout prévoir. Hein. La crise du Covid-19, personne ne l'avait prévu. Sauf que il faut que dans l'entreprise, il y ait un plan d'action en cas de crise imprévue, qu'on sache qui se réunit, qui décide de quoi et quelles sont les interactions au sein de l'entreprise. Et il y a une équation fondamentale dans la gestion du risque, c'est que on a identifié un risque, on va appeler ça le risque brut. Hein. On met en place des procédures pour essayer de réduire ce risque. On n'arrive jamais à un risque zéro, bien évidemment. En tout cas, ça coûte très souvent trop cher. Et donc, on a un risque résiduel. Le risque brut, moins les procédures de gestion de réduction de risque, donne le risque résiduel. Et ce risque résiduel doit être compatible avec le degré de tolérance au risque qui a été défini dans le risk appetite de l'entreprise. Alors, quelles sont les conditions fondamentales pour une bonne gestion des risques? Il y en a 5. Il faut un environnement de contrôle qui soit sain. Il faut une évaluation très rigoureuse des risques à travers la cartographie, la hiérarchisation, l'appréciation du degré du risque d'occurrence, enfin du risque, la probabilité d'occurrence de ce risque et de son impact. Il faut des activités de contrôle permanentes et efficaces au sein de l'entreprise. Il faut bien évidemment un processus fluide d'information et de communication, que ce soit de haut en bas, mais aussi de bas en haut, hein, top-down, bottom-up, pour immédiatement identifier un risque qui se concrétise, qui est en train de se cristalliser, et pour que les mesures ou de limitation de ce risque ou curatif puissent être prises. Il faut donc, en bref, un pilotage actif, attentif et vigilant des risques. Slide suivant, Yves. Alors, dans le secteur financier, mais bon, je pense que je ne vous apprends rien, j'ai listé un peu, il n'y a pas tout, mais enfin, un certain nombre de risques qui sont prégnants, qui sont fréquents, les risques macroéconomiques liés au contexte économique, qui soit du pays, régional ou international, les risques de marché, avec la volatilité des marchés, les risques de crédit, s'il y a une défaillance de contrepartie, les risques de taux, bien évidemment, les risques de liquidité, ça peut être très embêtant pour la pérennité de l'entreprise. Également des risques de concentration, si on est trop concentré, si on est trop dépendant dans le portefeuille, ou alors sur un secteur activité particulier ou une géographie spécifique. Des risques opérationnels, s'il y a des fortes défaillances dans le contrôle interne, dans les systèmes ou dans les hommes. Dans les hommes, ça peut arriver. Et là, on rejoint le risque de fraude, notamment. Les risques liés au système d'information, au système IT. Très important. Les défaillances de logiciels, les risques liés aux transmissions de données, le risque cyber. Alors, le risque cyber, aujourd'hui, je ne connais pas un conseil d'administration qui n'est pas dans sa feuille de route un point régulier qui est fait avec la direction de l'entreprise sur le dispositif de prévention du risque cyber. Ça, c'est absolument incontournable. Et puis, le risque d'image, de réputation, bien évidemment, j'en ai parlé. Alors, ce petit schéma, je ne vais pas vous le commenter en détail, mais c'est un peu un schéma synthétique qui montre un peu le dispositif de contrôle interne de gestion des risques et l'articulation avec un certain nombre de parties prenantes dans cette gestion des risques. Donc, il y a un environnement avec beaucoup de risques. Vous avez plusieurs strates, bien évidemment. Et puis, il y a le système de conformité de l'entreprise, donc s'assurer qu'on respecte bien les lois et règlements. Il y a le contrôle interne, dont j'ai parlé. Il y a l'audit interne ou l'inspection générale, qui est chargée également de s'assurer que tout ça est respecté. Et le conseil d'administration, il faut qu'il ait l'overview, la vue globale sur le bon fonctionnement de cet ensemble. Alors, nous allons passer au dernier point de cette présentation,
qui a trait aux devoirs, obligations et responsabilités de l'administrateur. Alors, obligation, engagement, qualité de l'administrateur. Ça, c'est très important. Il faut que l'administrateur ait conscience de sa mission. Et on a vu tout à l'heure les 5 piliers, hein, les 5 grands piliers de la mission du conseil d'administration. Donc, il faut qu'il sache qu'il aura à se prononcer, à échanger, à donner son point de vue sur l'ensemble de ces piliers. Il faut bien sûr qu'il fasse preuve de professionnalisme, d'indépendance et d'éthique. C'est fondamental. La première qualité, d'ailleurs, c'est à mettre en premier, c'est l'éthique. L'éthique de la personne, de l'individu, homme ou femme, et son indépendance. Indépendance d'esprit, indépendance de jugement également. Il faut qu'il ait aussi, connaissant le secteur, le métier, les grandes évolutions et l'entreprise, il faut qu'il puisse contribuer à une forme de vision stratégique, puisque le conseil d'administration, je vous le rappelle, est chargé quand même de guider le management avec de grandes orientations en matière stratégique. Il faut qu'il mette à jour ses connaissances régulièrement, à travers les formations, on l'a vu, jugement et indépendance d'esprit, j'en ai parlé. Il faut, de façon très pratique, qu'il soit suffisamment disponible. C'est bien d'avoir un certain nombre de mandats d'administrateur, mais si quelqu'un en a trop, ça demande un certain temps pour bien faire ce métier d'administrateur, exercer ses fonctions. Et s'il n'a pas assez de disponibilité pour étudier les documents qu'on lui envoie à l'avance, pour pouvoir participer aux réunions et poser des questions pertinentes, donner son point de vue, ben, il ne fera pas bien son job. Engagement et participation, ça fait partie des qualités. Solidarité et loyauté. Dans un conseil d'administration, c'est important que ça discute. C'est même très utile que tout le monde ne soit pas d'accord sur un point. Donc, il faut des échanges, il faut une confrontation de points de vue. Ensuite, la majorité décide, mais une fois que le conseil a pris une décision, l'ensemble des administrateurs est solidaire de cette décision. Il n'y a rien de pire, et moi j'ai vu des cas où, sortant d'un conseil, l'administrateur qui n'était pas d'accord, il se répand à l'extérieur en disant j'étais pas d'accord avec cette décision, c'est idiot, c'est absurde. Non, on est administrateur, on est solidaire. Si l'administrateur est trop mal à l'aise par rapport à plusieurs décisions prises successivement, il n'a qu'une solution, il démissionne. Mais il doit être solidaire de la décision prise par la majorité du conseil. Et ça fait partie de la loyauté. Et bien évidemment, le respect de l'intérêt social. Alors, quelles sont ces responsabilités? Elles sont au plan juridique, notamment civil et pénal. Nous allons ne pas voir ça en détail parce que ça requerrait quasiment un webinaire à lui tout seul, mais on va faire un balayage rapide. Quelques facteurs de mise en cause de la responsabilité des administrateurs. Au plan juridique, responsabilité civile. Alors, j'ai mis quelques exemples. Les exemples de motifs de mise en cause, violation des statuts. Ou alors, on a pris des décisions qui ne sont pas conformes à l'intérêt de la société, l'intérêt social. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Le conseil n'a pas exercé son obligation de suivi, de contrôle du management de l'entreprise. Et donc, il y a eu des fautes de gestion qui auraient pu être repérées avec un suivi attentif, qui n'ont pas été. Et donc, des tiers qui peuvent être intéressés parce qu'ils ont été lésés, notamment en difficulté, peuvent attaquer le conseil d'administration pour négligence. Alors, il y a des conditions juridiques. Hein. Il faut qu'il y ait une faute commise, pas seulement présumée, mais commise, avec des faits précis. Il faut qu'il y ait un préjudice prouvé, que la société ait subi un préjudice ou que le tiers qui a engagé une action ait subi un préjudice, que puisse être prouvé. Il faut que ça puisse être attribuable au conseil d'administration ou à un administrateur en particulier. Et bien évidemment, au civil, quand on est au tribunal, le risque, c'est d'avoir à payer des indemnisations de dommages, si ces dommages sont une fois de plus prouvés et démontrés au juge. Au plan pénal, c'est plus sérieux parce qu'au plan pénal, les sanctions, ça peut aller, il y a des amendes, bien sûr, c'est pas le plus grave, mais ça peut aussi entraîner des peines de prison. Alors, il y a je ne vais pas vous lister tout, mais il y a des cas classiques, hein, c'est l'abus de biens sociaux. Bon. C'est également l'abus de pouvoir. Un administrateur qui a utilisé son pouvoir, surtout si c'est un administrateur qui pèse au sein du conseil, pour prendre des décisions qui ne sont pas conformes à l'intérêt social, mais qui sont peut-être conformes indirectement à son propre intérêt. C'est une présentation de bilan inexact. Et le bilan inexact qui a conduit peut-être à distribuer des dividendes fictifs. Donc, il y a un certain nombre de délits pénaux qui sont prévus par les textes de loi et qui engagent la responsabilité de l'administrateur. Alors, il faut savoir qu'en matière de responsabilité civile,
on peut couvrir sa responsabilité pendant les polices d'assurance, mais qu'il n'y a pas de police d'assurance qui couvre le risque pénal. Donc, il faut bien le garder à l'esprit. Alors, en conclusion, je vais être relativement bref, mais je vous ai mis un schéma, je ne vais pas vous commenter en détail, mais c'est ce que j'appelle l'équation clé d'une bonne gouvernance. Au milieu, le carré jaune, conformité aux lois règlements, performance de l'entreprise et une information financière et extra-financière fiable garantissent, en tout cas, donnent un certain niveau d'assurance quant à la pérennité de l'entreprise, bien sûr, ça c'est vital, mais aussi quant à son développement, donc quant à sa création de valeur de façon durable. Alors, à gauche, dans le pavé de gauche, vous avez la conformité. Je ne vais pas revenir en détail parce que la plupart des points, je les ai déjà évoqués. Sauf peut-être, je réinsisterai sur le quatrième point, c'est-à-dire développer une culture de l'éthique, de la transparence dans l'entreprise. C'est important. Le conseil doit s'assurer qu'il y a une charte d'éthique, qu'il y a des règles d'éthique, que ces règles sont communiquées dans l'entreprise, que les gens qui sont les plus exposés, notamment au risque de fraude, au risque de corruption, sont bien conscients des règles de l'entreprise. Et puis le point suivant, c'est important pour le bon fonctionnement. Une fois que les responsabilités sont bien définies, les job descriptions, etc., il faut respecter la répartition des rôles et responsabilités entre les différents acteurs de la gouvernance. Il ne faut pas qu'il y ait d'override. Autrement dit, sinon, il y a une déperdition d'efficacité, il y a peut-être des mauvaises décisions qui sont prises. Chacun est dans son rôle, il est clairement défini, il fait son job, il rend compte, bien sûr, et puis il y a des échanges transversaux. Et à droite sur la performance, ce qui paraît important, c'est le deuxième point, c'est le conseil doit à la fois s'assurer qu'il y a une gestion rigoureuse et prudente qui sera menée par la direction générale, tout en ayant à l'esprit le développement de l'entreprise. Ça, c'est un élément qui est absolument fondamental. Et le dernier point, je réinsiste parce que ça atteindra de façon marquée également le continent africain. C'est absolument omniprésent maintenant en Europe, c'est en train de se développer rapidement en Amérique du Nord. C'est la notion de responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Et ça veut dire que l'entreprise, elle n'est pas isolée. Dans le schéma de début d'introduction, vous avez vu, il y a un écosystème avec tout un ensemble de parties prenantes, internes, externes, certaines plus importantes que d'autres. Mais donc, c'est important que l'entreprise instaure un dialogue régulier et constructif d'échange avec les principales parties prenantes. Et en mot de la fin, je dirais que finalement, la bonne gouvernance, c'est une pièce fondamentale dans le processus de renforcement institutionnel et surtout de reconnaissance au niveau international pour tout État, et notamment un État qui se veut moderne, qui se veut dynamique et se développant. Deuxièmement, c'est une composante clé pour un cadre réglementaire économique du pays qui soit sécurisant et qui contribue à l'attractivité du pays, donc à attirer des investisseurs, notamment étrangers, et à sa compétitivité. Troisièmement, c'est un facteur déterminant pour avoir une gestion saine et rigoureuse de l'entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pérennité est assurée, le développement est sur la bonne voie, et donc on va créer durablement de la valeur. Et donc, ceci passe par une culture interne qu'il faut absolument travailler, développer, pas seulement sur le papier, mais dans les actes, dans les faits, de responsabilisation, de performance et de transparence. Donc, en synthèse, je dirais que la gouvernance, c'est l'affaire des entreprises, bien évidemment, direction générale, conseil d'administration, actionnaires, mais aussi de leurs parties prenantes, les importantes, et faut pas oublier aussi, parce que c'est eux qui aident à déterminer le cadre global au niveau macroéconomique des pouvoirs publics. Voilà, j'en ai terminé, mesdames et messieurs. Donc, je suis prêt à répondre aux questions que vous auriez. Oui, oui. Merci Patrick pour cette brillante présentation. Présentation d'ailleurs très, très, très détaillée sur le thème que nous avons couvert aujourd'hui, la gouvernance une gouvernance d'entreprise efficace, efficace dans le secteur financier. Je vais ajouter que nous a rejoint, Patrick est basé à Paris,
Donc, voilà, on remercie déjà la technologie qui a pu permettre que cette présentation aille jusqu'au bout. Nous avons rejoint aussi, parmi les panélistes, M. Thierry Bimi. Thierry est le partenaire Chief Operating Officer, Head of Advisory pour l'Afrique centrale de KPMG. Il couvre notamment les questions de services financiers dans l'Afrique francophone, sud-saharienne, et voilà, il travaille aussi avec la Banque africaine de développement. Donc Thierry, je crois qu'il aura quelques mots à dire, mais pour donner un peu plus de contexte à cette présentation, notamment dans le secteur bancaire, je dirais que dans les zones que nous connaissons, c'est-à-dire la zone UEMOA, apparemment, où nous retrouvons actuellement, et aussi en Afrique, par exemple la zone CEMAC, qui sont des espaces des pays francophones. Je sais que les questions de la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières, par exemple, dans l'UEMOA, est couvert par un certain nombre de circulaires. Je crois qu'il doit en avoir 5, une circulaire générale et 4 circulaires qui définissent assez clairement, par exemple, les fonctions des administrateurs, des dirigeants, le rôle du contrôle interne, la gestion des risques, la gestion des conformités. Et au niveau de l'Afrique centrale, la commission bancaire aussi a défini un certain nombre de règlements qui s'appliquent aussi jusqu'au niveau même des institutions au niveau des institutions de microfinance. Donc, ça, ce sont des préoccupations qui sont vraiment au cœur de l'activité bancaire, mais au-delà même de l'activité financière de manière générale dans nos zones. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Thierry, s'il a quelque chose à dire avant qu'on nous passe aux réponses, à la séance de questions-réponses. Thierry, la parole, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour m'avoir passé la parole. Donc Thierry Bimi, Cameroun, chargé des services financiers, des services aux services financiers de KPMG en Afrique francophone subsaharienne. Et mon background, c'est la gestion des risques. Et puis j'ai été moi-même aussi un banquier et j'ai fait de l'investment banking, notamment en Australie. Donc, j'abonde dans le sens de la présentation, évidemment, et pour dire que, bon, à l'UMOA, la dernière circulaire, par exemple, la 01-217/CB/C, relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières, nous donne toutes les dispositions générales, les dispositions de gouvernance, les organes délibérants, l'organe délibérant, voilà, nous donne, en fait, est prescriptive en la matière de gouvernance dans l'UMOA, et c'est pareil au niveau de la CEMAC avec le règlement 04/08 de la CEMAC qui aussi nous donne des directives similaires. D'un point de vue challenge, je dirais, dans la région, et donc ça fait 2 ans que je suis en Afrique centrale. Avant, j'ai fait 4 ans au Nigeria. Et même déjà au Nigeria, quand on me demandait pour les banques quel est le risque le plus important des banques, et je disais toujours, à la grande surprise de tout le monde, que c'était le risque de gouvernance. Parce que ici au Cameroun aussi, j'ai appris que le poisson pourrit par la tête. Et c'est effectivement ça quand on regarde les institutions financières qui sont un peu en ballottage ou qui ne sont pas aussi performantes qu'elles pourraient être. Il s'agit toujours d'un problème de gouvernance quand on regarde de plus près. Alors, quels sont les challenges des administrateurs aujourd'hui? Donc, tous les ans à KPMG, on fait un survey. Donc, quels sont les challenges? Comme l'a dit Monsieur Petit, Patrick Petit, donc il faut qu'il y ait à tout prix un renforcement de la gestion des risques, okay, d'un point de vue de la gouvernance des risques, mais aussi de la culture. Ça aussi, ça a été dit. Okay. Il faut s'adapter aux besoins changeants des clients, okay, et des stakeholders. Aujourd'hui, la clientèle elle est différente et il y a des besoins différents. Il faut manager les complexités croissantes des régulateurs, notamment au niveau de la gestion des risques, de la gestion des liquidités et gestion des fonds propres. Il faut s'adapter aux exigences digitales. Alors, de 2 points de vue. D'un point de vue des clients, parce que la demande est de plus en plus digitale, et on l'a vu aussi avec la pandémie, mais aussi d'un point de vue de la profitabilité. Okay? Donc, en devenant plus digital, ben, il y a une plus grande profitabilité parce qu'il y a moins de coûts.
Ça répond aussi à un besoin d'optimiser en fait les données de la banque. Okay? Pour être digital, ben, il faut avoir une base de données, etc. Et pour ceux qui ont déjà commencé leur voyage vers BAL 2, Basel 2, c'est tout ce qui est BCBS 239, qui est la gestion, la stratégie en fait des bases de données dans une institution financière. La digitalisation va aussi nous permettre à être plus compétitifs. Aujourd'hui, la banque, ce n'est plus la banque comme elle était il y a plusieurs années, et certains DG de banque aujourd'hui vous diront que ce n'est pas une banque qu'ils managent, mais plutôt une plateforme digitale. Donc, c'est un peu pour résumer ceci, les challenges aujourd'hui que les administrateurs, que la gouvernance a, pour, en fait, in fine, répondre à des exigences bien précises. Et je dirais, pour conclure, qu'on a la chance dans notre environnement UMOA et puis CEMAC d'avoir plus ou moins vu le futur. Parce que si vous regardez des environnements comme la France, l'Australie, etc., tout ce qui est en train d'être implémenté aujourd'hui, notamment côté gouvernance et même côté risque, je pense à BAL 2, tout ce qui est gestion des capitaux ICAP ou gestion de la liquidité ILAP, même des performances tout ça, ça a déjà été mis en place. Donc, il suffit simplement que nous, on adapte ces modèles et ces frameworks aux péculiarités de notre région. Voilà. Merci Thierry. Je pense que sur ce, nous allons prendre les questions, essayer de répondre aux questions. Et je pense que voilà, on va les, Monsieur Petit, Patrick, vous allez les prendre. Et puis, si vous pouvez apporter des éléments complémentaires, n'hésitez pas. La première question que nous avons reçue, elle était celle de Monsieur Ibrahim Matera, qui disait la mise en place d'une politique RSE est-elle indispensable en termes de robustesse du dispositif de gouvernance? Je vous passe la parole. Alors, je vais vous répondre de façon catégorique, oui. Alors, bien évidemment, quand on démarre pour la mise en place d'une politique RSE, on fait les choses étape par étape. On ne peut pas tout traiter. La RSE, c'est à la fois l'environnement, et Dieu sait qu'aujourd'hui, notamment avec tous les changements climatiques, les risques liés au climat, cette sensibilité qu'il y a maintenant au niveau global de la planète, que ce soit les pays matures, les pays qui sont des pays émergents, les pays qui sont en train de se développer, cette sensibilité finalement au respect d'un environnement, au respect de l'environnement naturel, cette prise en compte du réchauffement climatique qui est important parce que ça impacte non seulement, il faut le voir sous 2 angles quand on parle d'une entreprise, des enjeux climatiques. Premier angle, se dire en quoi ce réchauffement climatique va impacter à terme les activités, première question, et surtout la seconde aussi, et elles sont liées, en quoi mes activités d'entreprise impactent le climat. Il faut avoir les deux faces, les deux faces de la monnaie, et c'est cette double problématique auquel que les entreprises aujourd'hui, en tout cas que les boards et les directions générales de pas mal d'entreprises sont en train de travailler. Donc, une politique RSE, oui, c'est important dans une bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que RSE, c'est social, sociétal, environnemental. L'environnement, c'est fondamental. Maintenant, le social, les salariés, les employés, le capital humain dans l'entreprise, si je peux utiliser cette expression, on parlait du capital financier. En fait, dans l'entreprise, vous avez le capital financier amené par les actionnaires, les bailleurs de fonds, les investisseurs, et puis vous avez le capital humain. Et sans le capital humain, l'entreprise ne peut pas fonctionner. C'est un capital humain de qualité. C'est un capital humain qu'on aide à se développer, à progresser. L'entreprise n'atteindra pas les niveaux de performance auxquels elle pourrait prétendre. Donc, aujourd'hui, les salariés d'une entreprise sont considérés comme une partie prenante, on dit structurante. Il y en a 2 structurantes aujourd'hui que dans la littérature qu'on connaît. C'est les actionnaires, ceux qui ont amené le capital, et puis capital financier, et puis ce sont les salariés, c'est le capital humain. Et cet aspect du capital humain est extrêmement important. Prenez l'exemple de la crise du Covid-19. Bon.
les entreprises ont arrêté de tourner dans les pays qui étaient atteints avec le confinement. Pourquoi? Parce qu'on a, les États ont privilégié, dans beaucoup d'États, la sécurité sanitaire, la santé des citoyens, mais aussi la santé et la protection de son capital humain dans les entreprises. Hein. Et donc, cet aspect est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, avec le Covid-19, et je le vois parce que je participe à plusieurs groupes de travail au sein de l'Institut français des administrateurs, plus à des think tanks sur cette réflexion, le S de RSE ou le S de ESG. ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Le S devient la préoccupation prédominante aujourd'hui, dans cette phase de sortie progressive de la pandémie du Covid. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que le capital humain, s'il n'est pas opérationnel, s'il n'est pas protégé, si on ne fait pas fructifier au sens noble du terme, c'est-à-dire gestion des talents, c'est-à-dire former les gens, c'est-à-dire aussi la sécurité au travail et la sécurité sanitaire et aussi physique, eh ben, l'entreprise sera pénalisée. Donc, je suis catégorique sur le fait de dire, oui, la RSE doit faire partie, je dirais, c'est incontournable. Aujourd'hui, les préoccupations prioritaires, c'est pas la seule, évidemment, mais les préoccupations prioritaires du haut de la pile, des dossiers, des directions générales et des conseils d'administration. D'accord, merci bien. La deuxième question, elle portait sur de M. Maxime Cambo, c'est pourquoi dissocier le risque de fraude du risque opérationnel? Pardon, Un peu plus vite. vous pouvez répéter? Oui. Pourquoi dissocier le risque de fraude du risque opérationnel? Alors, le risque opérationnel, il peut englober le risque de fraude. Mais souvent, ça peut être, bon, si vous prenez une entreprise manufacturière, le fait que ces usines ne puissent plus tourner. Bon. Si vous prenez une banque, ça peut être que demain matin, ces systèmes d'information d'exploitation qui permettent de gérer les transactions, ben, elles soient hackées et qu'elles se trouvent bloquées hein, avec des malwares et des systèmes malwares, etc. Donc, le risque opérationnel est pour moi lié à tous les paramètres qui permettent à l'entreprise de tourner, de fonctionner normalement. Le risque de fraude fait partie du risque opérationnel, mais vous savez, le risque de fraude a souvent un caractère financier. Autrement dit, c'est un détournement de fonds. Quand on analyse les typologies de risque de fraude, on se rend compte qu'elles ont à 99% des cas un impact financier. Ça a tourné souvent autour du détournement, 90% autour du détournement de fonds. Et détournement de fonds, c'est un petit nombre de personnes, pour pas dire une personne isolée, qui finalement détourne des fonds. Et c'est pas souvent un responsable opérationnel. Hein, ça peut être, c'est souvent, on s'en rend compte, quelqu'un qui est à un service comptable ou un service financier. Je prends un exemple d'une fraude, mais c'est historique aux États-Unis. C'était une entreprise qui avait été très importante. Il y avait 100 000 salariés. Eh ben, celui qui a la trésorerie, qui faisait les virements des salariés, en fait, il y avait le comptable, le service paye, lorsqu'il faisait les virements, il faisait un arrondi de quelques cents, si on est aux États-Unis, de dollars, chaque mois. Et ces quelques cents, ils partaient sur un compte shadow, un compte externe frauduleux. Et on a mis dans cette entreprise, donc c'était rien, hein, c'était quelques centimes chaque mois de salaire, mais sur quelques dizaines de milliers de personnes, et cette fraude a duré 4 ou 5 ans, on s'est rendu compte que ben, ça commençait à avoir un impact. Ça n'a pas empêché l'entreprise de tourner, elle a continué à tourner, à faire des profits, à bien fonctionner, simplement, il y avait une petite fuite, si je puis dire, au niveau du règlement des salaires. Bon. Donc, et c'était pas quelqu'un qui était en responsabilité opérationnelle ou dans le dispositif opérationnel. Donc, c'est pour ça que on distingue souvent le risque de fraude, proprement dit, des risques plus larges, plus généraux, opérationnels, parce que l'opérationnel, ben, ça met en cause, ça bloque, et ça risque de perturber le bon fonctionnement d'entreprise. Un risque de fraude ne va pas être perturbé. Hein.
même si c'est une fraude qui atteint des montants non négligeables. Donc, opérationnellement, elle continuera à tourner. Oui. Si je peux juste rajouter quelque chose, d'un point de vue du régulateur, donc comme disait M. Patrick Petit, le risque de fraude est d'habitude inclus dans le risque opérationnel. Si vous prenez la réglementation BAL 3 sur laquelle la plupart de nos juridictions sont en train de se calquer, dans BAL, vous avez trois piliers. Le pilier 1, ce sont les risques de crédit, risque opérationnel et risque de marché. Okay? C'est un peu différent avec Solvency II au niveau des assurances, mais c'est similaire. Et puis, vous avez le deuxième pilier, okay, où vous avez tous les autres risques qui sont matériels et qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les risques de crédit, de risque opérationnel et risque de marché. Donc, dans la plupart des cas des banques, c'est le cas. Le risque de fraude est matériel et n'est pas suffisamment pris en compte dans le calcul des risques opérationnels. Voilà. Merci Thierry. Vous avez fait la passerelle vers la dernière question, qui elle effectivement porte sur le segment des assurances. Elle est de Renata Delirs qui dit en assurance, il y a des spécificités non mentionnées, notamment les 4 fonctions de contrôle interne indépendantes. Elle parle de voir le PBA8 de l'AICA, je pense que ça doit être une association internationale de contrôle d'assurance peut-être. Voilà, elle parle de la gestion des risques, de l'actuariat, de la conformité et de l'audit interne. Le risque de souscription aussi est non mentionné dans la liste des risques. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires à faire dessus. Alors, Madame Renata Delirs a tout à fait raison. Je dois faire mea culpa. J'ai plus été focalisé dans ma présentation sur les établissements financiers et pas vraiment sur les entreprises, sur le secteur de l'assurance. Mais elle a tout à fait raison. Ce que vous venez de dire, Hugues, sur les 4 fonctions de contrôle interne dans l'assurance. Et effectivement, dans l'assurance, le risque de souscription est incontournable. OK. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir mis de focal particulier sur le secteur d'assurance. OK. Ça veut dire que voilà, le sujet est un sujet qu'on ne peut pas épuiser peut-être dans une seule présentation, peut-être un seul webinaire, peut-être ça nous donne donc de la matière pour le futur, peut-être travailler voir comment on peut travailler sur tous ces segments du secteur financier. Je crois que nous avons couvert toutes les questions. Nous sommes déjà à pratiquement 1h15 minutes, c'est-à-dire un peu plus de l'heure du temps imparti. Si vous me permettez, je vais sur voilà, conclure ce webinaire, tout simplement en remerciant les présentateurs, c'est-à-dire le présentateur principal, monsieur Patrick Hubert Petit, et voilà, notre panéliste, monsieur Thierry Bimi, qui ont accepté de venir nous éclairer sur ce sujet de la gouvernance d'entreprise dans le secteur financier. Je vais remercier les participants. Ils sont restés pour la plupart connectés pendant très très longtemps. On a eu plus d'une 50aine de participants à un moment donné et ils sont restés jusqu'à là, nous sommes proches d'une 40aine, donc ils sont restés malgré le fait que nous sommes allés un peu plus au-delà du temps. Pour nous, c'est un plaisir au niveau de Making Finance Work for Africa. Au tout début, nous avons une question sur la langue. Voilà, pour ce webinaire, je ne pense pas que je dois m'excuser sur le fait que ce soit le français, mais je voudrais juste dire peut-être à l'attention de ceux qui se sont interrogés sur peut-être la traduction ou bien pourquoi on n'a pas fait en langue anglaise. Je dois dire que nous avons pas mal d'activités qui sont déjà dans en langue anglaise et donc, au moment quand il y a la possibilité qui se présente de faire quelques webinaires en français, nous n'hésitons pas. Mais sur ce point particulier, nous sommes en contact toujours avec notre partenaire KPMG pour organiser une autre séance sur ce thème et qui sera une session de webinaire particulièrement en français. Et d'ailleurs, je dois ici remercier KPMG. C'est pour moi, pour une première, mais nous avons convenu que nous allons identifier un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous pourrions travailler ultérieurement, c'est-à-dire organiser des webinaires comme ceci pour informer l'audience du secteur financier en Afrique, si je peux me permettre
comme cela. Donc, sans plus tarder, je vous dis merci. Merci pour votre attention. Merci pour votre intérêt pour les activités de Making Finance for Africa. Quand nous allons fermer cette, voilà, ce webinaire, vous aurez la page qui va apparaître pour le questionnaire. Nous vous invitons vraiment à remplir ce questionnaire parce que ça nous permet d'avoir des feedbacks très, très utiles sur ce que nous devons faire, sur quels thèmes nous devons privilégier, les thèmes que nous devons privilégier et comment améliorer la qualité d'écoute de notre webinaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite pour ceux qui sont en Afrique, je crois pour la plupart, donc une bonne fin de journée. Pour ceux qui sont, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, on peut en avoir de l'autre côté, un bon début de journée et au plaisir de vous avoir pour d'autres webinaires de Making Finance for Africa. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci bien à tous. Mais il y avait des questions que nous n'avons pas vues. C'était là.